En 237 avant Jésus-Christ, dans le temple de Baal à Carthage, un garçon de 9 ans se tient devant un autel. Les flammes du sacrifice dansent sur son visage alors que son père, Hamilcar Barca, le général qui vient de soumettre dans le sang la révolte des mercenaires, lui tend la main. L'enfant s'appelle Hannibal. Ce jour-là, avant de partir conquérir l'Espagne, Hamilcar fait jurer à son fils qu'il sera pour toujours l'ennemi de Rome. Ce serment n'est pas une simple déclaration. C'est l'héritage d'une famille humiliée. Carthage vient de perdre la première guerre punique. Rome a arraché la Sicile, puis profité de la faiblesse carthaginoise pour s'emparer de la Sardaigne. Pour Hamilcar et les Barcides, sa puissante famille, cette défaite est intolérable. Pendant 9 ans, Hamilcar conquiert le sud de l'Espagne, transforme les mines d'argent en fortune pour Carthage, bâtit une armée redoutable. Hannibal grandit auprès de lui, apprend l'art de la guerre, étudie les exploits d'Alexandre le Grand avec son précepteur spartiate Sosilos. En 228 avant Jésus-Christ, Hamilcar meurt au combat lors du siège d'Éliquée. Son gendre Hasdrubal le Beau prend le relais et fonde Carthagène, la nouvelle capitale carthaginoise en Espagne. Mais en 221 avant Jésus-Christ, Hasdrubal est assassiné. L'armée acclame alors Hannibal comme général en chef. Il a 25 ans. Le moment est venu d'honorer son serment. En 219 avant Jésus-Christ, Hannibal attaque Sagonte, ville alliée de Rome située au sud de l'Èbre, la rivière que les Romains considèrent comme la frontière de l'influence carthaginoise. Après 8 mois de siège, la ville tombe. Rome exige qu'Hannibal soit livré. Carthage refuse. La deuxième guerre punique commence. Au printemps 218 avant Jésus-Christ, Hannibal quitte Carthagène à la tête d'une armée colossale. Plus de 100 000 hommes, 37 éléphants de guerre, des cavaliers numides réputés pour leur agilité, des fantassins ibères et gaulois, des soldats d'élite africains. Son plan est audacieux jusqu'à la folie. Il va attaquer Rome chez elle, sur son propre territoire. L'armée traverse les Pyrénées, affronte les tribus gauloises hostiles dans le sud de la France actuelle, franchit le Rhône avec ses éléphants. Les Romains, qui pensaient affronter Hannibal en Espagne, réalisent trop tard qu'il se dirige vers l'Italie. Mais ils croient qu'il passera par la côte. Erreur. Hannibal choisit la route la plus improbable, les Alpes. En novembre 218 avant Jésus-Christ, alors que l'hiver arrive, l'armée carthaginoise entreprend la traversée la plus périlleuse de l'histoire militaire. 15 jours dans la neige, le froid, les embuscades des montagnards. Les hommes glissent dans les précipices, les éléphants peinent à avancer sur les sentiers gelés. Quand Hannibal atteint la plaine du Pau, il ne lui reste que 26 000 fantassins, 6 000 cavaliers et un seul éléphant. Il a perdu plus de la moitié de ses troupes. Mais il est en Italie. L'impossible vient de se produire. En décembre 218 avant Jésus-Christ, au Tessin, affluent du Pô, Hannibal affronte les Romains commandés par le consul Scipion, le père du futur Scipion l'Africain. La cavalerie carthaginoise écrase les cavaliers romains. Scipion est blessé. Son fils, le jeune Scipion qui n'a pas encore 18 ans, le sauve de justesse. Après cette défaite, les Gaulois de la région, récemment soumis par Rome, rejoignent massivement Hannibal. Quelques semaines plus tard, à la Trébie, l'autre consul romain, Sempronius, veut laver l'affront. Pressé de vaincre avant la fin de son mandat consulaire en mars, il accepte le combat sans réfléchir. Par une froide journée de décembre, Hannibal fait attaquer son camp à l'aube par sa cavalerie légère. Les Romains, tirés du sommeil, traversent la Trébie glacée pour poursuivre les assaillants. De l'autre côté, l'armée carthaginoise les attend en ordre de bataille. Les légionnaires romains, frigorifiés, affamés, affrontent les troupes carthaginoises fraîches et reposées. Pendant que le combat fait rage au centre, le frère d'Hannibal, Magon, surgit avec 2000 hommes embusqués la nuit précédente dans un ravin. Les Romains sont pris en tenaille. Sur 40 000 soldats, seuls 10 000 parviennent à s'échapper. Hannibal perd entre 1500 et 2500 hommes, principalement des Gaulois. Au printemps 217 avant Jésus-Christ, Hannibal reprend sa marche vers le sud. Il traverse les marais de l'Arno, perdant son œil droit à cause d'une infection contractée dans les eaux stagnantes. Le nouveau consul Flaminius le poursuit avec 25 000 légionnaires. Le 21 juin, au lac Trasimène,
Hannibal lui tend le piège parfait. Tôt le matin, alors qu'un brouillard épais recouvre le lac, les Romains s'engagent dans un défilé étroit bordé par les collines. Soudain, 30 000 Carthaginois surgissent des hauteurs. Les Romains sont coincés entre les soldats d'Hannibal et le lac. C'est un massacre. En 3 heures, 15 000 Romains sont tués, dont le consul Flaminius. Les corps flottent par milliers sur les eaux rouges du Trasimène. Hannibal perd moins de 2500 hommes. Rome vacille. En 3 batailles, elle a perdu plus de 50 000 soldats. La panique s'empare de la ville. Le Sénat nomme un dictateur, Fabius Maximus, avec les pleins pouvoirs. Fabius comprend qu'affronter Hannibal en bataille rangée, c'est s'offrir à la défaite. Il adopte une stratégie nouvelle. Harceler sans cesse les Carthaginois, leur couper les vivres, éviter le combat direct. Pendant des mois, Fabius suit Hannibal pas à pas, brûlant les récoltes devant lui, attaquant ses patrouilles, mais refusant l'affrontement. Cette tactique attentiste épuise les Carthaginois. Hannibal manque de provisions, ses hommes pillent pour survivre, mais il ne peut pas forcer les Romains à se battre. La stratégie fonctionne. Mais à Rome, la population s'impatiente. On accuse Fabius de lâcheté. On veut du sang, de la gloire, des victoires spectaculaires. Le surnom de Cunctator, le temporisateur, devient une insulte. En 216 avant Jésus-Christ, 2 nouveaux consuls sont élus. Caius Terentius Varron, un homme du peuple qui promet d'écraser Hannibal rapidement, et Lucius Aemilius Paulus, un patricien plus prudent qui partage les réserves de Fabius. Le Sénat leur confie 8 légions, la plus grande armée jamais levée par Rome. Avec les troupes alliées, cela représente environ 80 000 fantassins et 6 000 cavaliers. Jamais dans l'histoire romaine on n'a rassemblé une telle force. Varron et Paulus ont l'ordre formel d'en finir avec Hannibal. Cette fois, Rome ne temporisera plus. Au printemps 216 avant Jésus-Christ, Hannibal quitte ses quartiers d'hiver. Il descend vers le sud et s'empare de Cannes, une petite forteresse en Apulie où Rome stocke ses réserves de blé. Ce coup d'éclat force les Romains à réagir. Varron et Paulus arrivent en Apulie début août avec leur armée gigantesque. Ils établissent 2 camps de part et d'autre de la rivière Ophidus, à quelques kilomètres des Carthaginois. Les 2 consuls se disputent sur la stratégie. Paulus, qui se souvient des leçons de Fabius, préconise la prudence. Il veut attirer Hannibal sur un terrain accidenté où sa cavalerie sera moins efficace. Varron, pressé d'en découdre, veut la bataille en plaine. Selon la tradition romaine, le commandement alterne chaque jour entre les 2 consuls. Le 2 août 216 avant Jésus-Christ, c'est le jour de Varron. Ce matin-là, Varron ordonne le déploiement de l'armée dans la vaste plaine à l'ouest de Cannes. Le dispositif romain est classique. Au centre, une masse compacte de 75 000 fantassins sur une profondeur inhabituelle. Varron a resserré les manipules, comprimé les lignes. Son plan est simple, écraser le centre ennemi par la force brute, le poids du nombre. Sur l'aile droite, près de la rivière, Paulus commande la cavalerie romaine, environ 2400 cavaliers. Sur l'aile gauche, Varron dirige la cavalerie alliée, 3600 cavaliers. Face à eux, Hannibal dispose ses 40 000 fantassins et 10 000 cavaliers selon un plan qu'il a mûri pendant des semaines. Au centre, il place ses mercenaires gaulois et ibères, environ 20 000 hommes. Mais au lieu de les aligner droits, il les déploie en un arc convexe, un croissant dont la pointe fait face aux Romains. Ces troupes sont moins solides que les légionnaires, mais c'est volontaire. Elles sont l'appât. De chaque côté de ce croissant, légèrement en retrait, Hannibal positionne son infanterie d'élite africaine. 16 000 vétérans aguerris lors des batailles précédentes. Ces soldats portent les cuirasses et boucliers pris aux Romains morts. Vus de loin, on pourrait les confondre avec des légionnaires. Sur l'aile gauche, près de la rivière, Hasdrubal, le meilleur officier de cavalerie d'Hannibal, commande 6 500 cavaliers lourds ibères et gaulois. Sur l'aile droite, Maharbal dirige 3 500 cavaliers numides. Le dispositif est inhabituel. Les Romains, habitués à des formations symétriques, ne comprennent pas immédiatement ce qu'ils voient. Hannibal, en infériorité numérique 2 contre 1, étire volontairement ses lignes. Il crée un piège vivant. Et les Romains vont s'y précipiter. Vers midi, les armées s'ébranlent. Les troupes légères des 2 camps échangent d'abord des volées de javelots.
Puis la véritable bataille s'engage. Sur l'aile gauche romaine, près de la rivière, Hasdrubal lance sa cavalerie lourde contre les cavaliers de Paulus. Le choc est brutal. Les Carthaginois, plus nombreux et mieux armés, enfoncent rapidement les lignes romaines. Les cavaliers romains, acculés à la rivière, n'ont aucun espace pour manœuvrer. En quelques minutes, c'est la déroute. Paulus lui-même, blessé, descend de cheval et continue à se battre à pied. Au centre, les légions romaines s'avancent d'un pas lourd et régulier. La masse compacte de 75 000 fantassins frappe le croissant gaulois et ibère. Les mercenaires reculent immédiatement. Mais ce recul est contrôlé, ordonné par Hannibal en personne qui commande au centre. Les Gaulois et Ibères plient sans rompre, absorbent le choc, cèdent du terrain mètre après mètre. Les Romains, voyant l'ennemi reculer, croient à la victoire. Ils poussent plus fort, s'enfoncent dans le dispositif carthaginois. Le croissant s'inverse progressivement, devient concave. Les légionnaires, galvanisés, convergent vers le centre, se compressent davantage. Ils sont maintenant si serrés qu'ils peuvent à peine lever leurs glaives. Mais peu importe, la victoire semble à portée de main. Encore quelques centaines de mètres, et le centre ennemi va s'effondrer. Sur l'aile droite romaine, la cavalerie numide de Maharbal se contente de harceler sans vraiment engager le combat. Les cavaliers légers tournent autour des alliés romains, lancent des javelots, simulent des charges puis se retirent. Varron, à la tête de la cavalerie alliée, ne sait pas comment réagir face à ces tactiques insaisissables. Il reste figé sur place. Pendant ce temps, sur l'autre aile, Hasdrubal a terminé sa besogne. La cavalerie romaine de Paulus est anéantie. Hasdrubal laisse à quelques escadrons le soin de poursuivre les fuyards et réorganise rapidement ses 6000 cavaliers. Puis, dans une manœuvre qui restera dans l'histoire militaire, il fait contourner toute l'armée romaine par l'arrière pour rejoindre Maharbal. Les cavaliers alliés de Varron voient d'un soudain surgir dans leur dos la cavalerie lourde d'Hasdrubal. Ils sont pris entre deux feux. Les Numides cessent leur manœuvre de diversion et attaquent de face. C'est la panique. Les cavaliers alliés, écrasés par la supériorité numérique carthaginoise, fuient en désordre ou sont massacrés sur place. Varron parvient à s'échapper avec une poignée d'hommes. Au centre, les légionnaires romains continuent d'avancer, persuadés que la victoire est proche. Le croissant gaulois et ibère, enfoncé jusqu'à son point de rupture, recule encore. Les Romains sont maintenant profondément engagés dans une poche. Et c'est le moment qu'attend Hannibal. L'infanterie africaine, restée en retrait de chaque côté, reçoit l'ordre d'attaquer. Les 16 000 vétérans effectuent un quart de tour vers le centre et chargent les flancs des légions romaines. Les Romains, stupéfaits de voir ces soldats équipés comme eux surgir sur leur côté, tentent désespérément de se repositionner. Mais c'est impossible. Ils sont trop serrés, trop nombreux, trop engagés dans leur percée au centre. La formation romaine, qui était un atout, devient un piège. Les légionnaires de l'arrière poussent ceux de devant, les compressent encore plus. Ceux qui sont au flanc essaient de pivoter pour faire face aux Africains, mais ils n'ont pas la place. Le dispositif se désorganise complètement. Et pendant que le chaos s'installe, Hasdrubal lance la cavalerie carthaginoise réunie sur l'arrière de l'armée romaine. L'encerclement est total. Les 80 000 Romains sont enfermés dans une nasse. Devant eux, les Gaulois et Ibères ont cessé de reculer et contre-attaquent. Sur les flancs, l'infanterie africaine massacre méthodiquement les légionnaires coincés. Derrière eux, la cavalerie carthaginoise coupe toute retraite. Il n'y a plus d'échappatoire. Ce qui suit n'est plus une bataille. C'est un abattoir à ciel ouvert. Les Romains, compressés dans une masse humaine, ne peuvent plus se battre efficacement. Ils n'ont pas assez d'espace pour manier leurs armes. Ceux qui sont à l'extérieur du piège sont tués les premiers. Ceux qui sont au centre attendent leur tour, impuissants, tandis que le cercle se resserre. La chaleur d'août est accablante. Le vent soulève des nuages de poussière qui aveuglent les combattants. Les Romains, déshydratés, épuisés par des heures de combat, continuent de résister par petites troupes. Certains tentent de percer l'encerclement, mais la cavalerie carthaginoise les refoule. D'autres essayent de fuir vers la rivière, mais ils sont poursuivis et égorgés. Le consul Paulus, grièvement blessé, refuse de quitter le champ de bataille. Un tribun militaire lui offre son cheval pour s'échapper. Paulus refuse et meurt les armes à la main,
submergé par les Carthaginois. Autour de lui tombent 29 tribuns militaires sur 48, 2 questeurs, 80 sénateurs, qui s'étaient engagés comme simples soldats pour montrer l'exemple. L'élite de Rome meurt dans la poussière de Cannes. La bataille dure jusqu'au crépuscule. Quand la nuit tombe enfin, le silence remplace le vacarme. Sur le champ de bataille jonché de cadavres, les Carthaginois commencent à dépouiller les morts. Hannibal ordonne que l'on récupère les anneaux des chevaliers romains tombés au combat. Ces hommes remplissent plusieurs boisseaux d'anneaux d'or. Cette preuve tangible sera envoyée à Carthage pour prouver l'ampleur de la victoire. Les chiffres du désastre sont vertigineux. Selon Polybe, l'historien grec qui dispose de sources de première main, 70 000 Romains ont péri sur le champ de bataille. 10 000 autres ont été capturés. Seuls 15 000 hommes, environ, ont réussi à s'échapper, dont le consul Varon qui s'est enfui avec 7 cavaliers. Du côté carthaginois, les pertes sont dérisoires, environ 6 000 morts, principalement des Gaulois qui tenaient le centre. C'est le plus grand massacre de l'histoire romaine. En une seule journée, Rome a perdu l'équivalent de 25 à 30% de son sénat et le quart de ses citoyens en âge de combattre. Jamais, dans toute son existence, la République romaine n'avait subi une telle défaite. Le soir de la bataille, Maharbal, le commandant de la cavalerie carthaginoise, vient trouver Hannibal. Il est exalté, convaincu que la victoire finale est à portée de main. Il supplie le général de marcher immédiatement sur Rome. Avec ses 40 000 hommes encore frais, rien ne pourrait l'arrêter. Dans 5 jours, il pourrait prendre son repas sur le Capitole. Hannibal refuse. Il a besoin de temps pour consolider sa victoire, négocier avec les alliés de Rome qui vont maintenant basculer dans son camp. Il veut dissoudre la Confédération italienne, isoler Rome diplomatiquement avant de l'attaquer. Maharbal, furieux, lui lance alors cette phrase restée célèbre. « Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire. » Cette décision fera débat pendant 2 millénaires. Aurait-il pu prendre Rome? Probablement pas. Rome est à 400 km de Cannes, protégée par des murailles impressionnantes, défendues par les troupes restées en garnison. Hannibal n'a pas de machine de siège, pas de marine pour bloquer le port. Un assaut aurait été suicidaire. Mais surtout, son but n'a jamais été de raser Rome. Il veut forcer les Romains à négocier, leur arracher la Sicile, la Sardaigne, la Corse, restaurer la grandeur de Carthage. Dans les semaines qui suivent, son pari semble fonctionner. Capoue, la 2e ville d'Italie, ouvre ses portes aux Carthaginois. De nombreuses cités du sud se rallient à lui. Même Syracuse, la grande cité grecque de Sicile, rompt avec Rome. Philippe V de Macédoine signe une alliance avec Hannibal. L'édifice romain vacille. À Rome, la nouvelle du désastre arrive 3 jours après la bataille. La panique est totale. Les femmes pleurent leurs fils, leurs maris, leurs pères dans les rues. On s'attend à voir surgir Hannibal d'un moment à l'autre. Le Sénat décrète 3 jours de deuil, mais refuse toute idée de capitulation. La réaction romaine va stupéfier le monde antique. Au lieu de demander la paix, Rome lève de nouvelles légions. Elle abaisse l'âge minimal de recrutement, enrôle les esclaves, prolonge la durée du service. Elle refuse de racheter les prisonniers capturés par Hannibal, même lorsque celui-ci propose des tarifs modérés. Ces hommes auraient dû mourir pour Rome, dit le Sénat. Qu'ils restent prisonniers. Varon, le consul survivant qui s'est enfui, aurait dû être exécuté pour lâcheté dans n'importe quelle autre société. À Rome, le Sénat le remercie publiquement de n'avoir pas désespéré du salut de la République. Ce message est clair. Rome ne se rendra jamais. La stratégie change radicalement. Plus question d'affronter Hannibal en bataille rangée. Rome revient aux tactiques de Fabius, harceler, épuiser, affamer, mais ne jamais donner la bataille décisive. Pendant 15 ans, Hannibal va parcourir l'Italie du Sud sans jamais pouvoir forcer les Romains à se battre. Ses victoires ne mènent nulle part. Ses alliés italiens, voyant que Rome ne plie pas, commencent à douter. En 204 avant Jésus-Christ, Scipion, le fils du consul vaincu au Tessin, celui-là même qui avait sauvé son père jeune adolescent, débarque en Afrique du Nord. Il a étudié les tactiques d'Hannibal, appris de ses défaites, perfectionné l'art de la guerre romain. En 203 avant Jésus-Christ,
Hannibal est rappelé d'urgence à Carthage pour défendre sa patrie. En 202 avant Jésus-Christ, à Zama, Scipion affronte enfin Hannibal. Il utilise contre lui ses propres méthodes, encercle ses flancs avec la cavalerie numide, désormais alliée de Rome. Hannibal est vaincu. Carthage doit signer une paix humiliante, abandonner sa flotte, payer un tribut écrasant pendant 50 ans. Rome est devenue la puissance dominante de la Méditerranée. La bataille de Cannes restera gravée dans la mémoire collective comme le chef-d'œuvre tactique absolu. Pendant 2200 ans, elle sera étudiée dans toutes les écoles militaires du monde. Le général prussien Alfred von Schlieffen, au début du XXe siècle, élaborera son fameux plan d'invasion de la France en s'inspirant directement de la manœuvre d'encerclement d'Hannibal. À la bataille de Tannenberg en août 1914, les généraux allemands Hindenburg et Ludendorff écraseront l'armée russe en reproduisant presque exactement le piège de Cannes. Napoléon Bonaparte étudiera Hannibal avec fascination, le considérant comme l'un des 3 plus grands généraux de l'histoire avec Alexandre et César. Les stratèges modernes analysent encore aujourd'hui comment un homme en infériorité numérique a pu transformer un désavantage en victoire totale par la seule force de son génie tactique. Mais Cannes enseigne aussi une leçon plus profonde. La plus grande victoire tactique de l'histoire n'a pas suffi à gagner la guerre. Hannibal a remporté la bataille, mais Rome a gagné la confrontation. La puissance d'un État ne se mesure pas seulement à ses armées sur le terrain, mais à la résilience de son peuple, à sa capacité à absorber les coups et à continuer le combat. Rome a perdu 80 000 hommes en une journée. Elle a continué. Elle a levé de nouvelles légions, forgé de nouveaux généraux, perfectionné ses tactiques. 15 ans après Cannes, c'était Carthage qui demandait grâce. 50 ans plus tard, en 146 avant Jésus-Christ, la ville d'Hannibal n'existait plus, rasée jusqu'aux fondations par les légions romaines. Le 2 août 216 avant Jésus-Christ, dans la plaine brûlante de Cannes, Hannibal Barca a prouvé qu'il était l'un des plus grands tacticiens militaires de tous les temps. Il a encerclé, piégé et massacré 80 000 Romains dans la bataille d'anéantissement la plus parfaite jamais livrée. Mais l'histoire retiendra aussi qu'un peuple qui refuse de se rendre, même face à la défaite la plus totale, peut finalement triompher. Et c'est peut-être là la vraie leçon de Cannes.